Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Comet, le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Mathilde Robera, accompagnante, aventurière, artiste, femme sensible, touchante, importante, une lumière, une douce lumière. Je suis très heureux de vous proposer cet épisode, de vous proposer d'aller à la rencontre de son univers. J'espère que vous vous régalerez. On est sur les réseaux, donc les likes, les partages, les commentaires. N'hésitez pas, ça coûte rien, hein, vous êtes millionnaire en commentaires, en likes et en partage. Vous pouvez aussi m'aider à financer le projet en envoyant des tips via le lien Ko-fi que vous trouvez dans la description. Et voilà, je vous souhaite une super interview. À tout à l'heure. Bonjour Mathilde Robera. Bonjour Romain, de l'air. Enchanté, je suis très heureux de te recevoir du coup pour ce maintenant 3e épisode de Comet, le podcast. Ouais, c'est un honneur de t'avoir. Ce que tu vibres pour moi sur les réseaux à distance, c'est précieux. Et pas que pour moi, parce que y a du monde qui te suit. J'étais d'ailleurs impressionné par tes chiffres. J'ai vu qu'il y a plus de 3 stades de France qui te suivent, quoi. J'étais impressionné. Mais ouais, c'est précieux. Ça me fait l'effet d'une puissance tranquille, d'une tendresse à côté de laquelle on ne peut pas passer. Ça me fait un goutte à goutte qui fait du bien. Donc évidemment que si je te reçois, c'est que j'ai envie aussi de faire découvrir ton univers, ta vibration, tes propositions. Et donc, ben ouais, j'encourage les gens à oser s'exposer. Donc je suis très content de passer ce moment avec toi. Merci de m'accorder ce temps et bienvenue. Merci. Déjà, merci pour cette intro. Et j'adore parce que hier, je parlais d'être vue et reconnue. Et là, je me sens vue et reconnue, en tout cas à travers ton regard et ce que toi, tu perçois de moi en cet instant, j'ai envie de dire. Donc, grand merci pour ton invitation. J'ai de la joie à être là. J'apprécie beaucoup ce que tu fais, ton énergie. Je te sens, je sais pas si c'est l'espace pour ça, parce que de traverser les rôles en tout cas, parce que je sais que c'est toi qui m'interviews, mais là j'avais envie de déposer aussi ce que je vois de toi, de ce que je perçois là. Et j'aime cette présence, cette douceur, et je sens vraiment chez toi cet accueil de l'humain dans toutes ses facettes. Il y a quelque chose qui est, on est là ensemble, quoi. Et c'est ça que je perçois chez toi, et c'est bon aussi de goûter à waouh, on a une sorte de frère d'humanité. C'est genre on est sur Terre, il y a des galères, mais tu sais, on va essayer de les traverser ensemble et de mettre un regard ensemble, mettre des mots sur ce qui se vit, sur ce qui se joue, même quand c'est pas confortable, quoi. Et je trouve ça beau et je trouve ça précieux aussi. Donc merci pour pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Bon, on démarre. Allez. La première question que j'ai, c'est qui es-tu? Et j'aime bien la contextualiser parce qu'il y aurait beaucoup de manières de répondre à cette question. Mais étant donné l'échange qu'on va avoir, qu'est-ce qui peut te paraître important de dire de toi pour qu'on comprenne d'où tu viens et quelque part un peu pourquoi tu as fait les choix que tu as fait et tu es dans la démarche et l'engagement qu'elle tient aujourd'hui, quoi. Ouais, la question, elle a l'air super vaste.
Qui es-tu et waouh. En tout cas, je vais juste commencer à prendre un axe, mais j'aime bien me dire que je suis une exploratrice des mondes intérieurs et extérieurs. J'adore aller voir qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que je perçois à l'intérieur, ces aspects en nous qui ont besoin de s'exprimer, comment on tisse des liens aussi. Et des mondes extérieurs aussi. J'adore voyager et rencontrer d'autres paysages, d'autres regards sur le monde, d'autres cultures. Et j'aime accompagner l'humain à se révéler dans sa singularité. Je sais pas si ça répond, parce que c'était court comme réponse, mais si ça répond à ta question. Oui. Et du coup, ça m'envoie un peu enfin, ça me donne envie de prolonger. Tu aurais joué un jeu, et tu m'arrêtes, hein, si mes mots te trahissent, ou en tout cas, tu n'hésites pas à me reprendre. Mais de toute une période docilité, peut-être un peu d'avoir pris les choses un peu premier degré sur les consignes, les choses qu'on nous a dites, comment il fallait qu'on soit, qui il fallait qu'on soit, et d'avoir eu envie de jouer le jeu sincèrement, de faire ce qu'on te demande, parce que pourquoi pas, quelque part, normalement, tu étais censé être encadré par des gens qui voulaient ton bien, donc c'est quoi de plus normal que d'essayer de faire ce qu'on te demande, et que peut-être que ça n'avait pas mené à une puissance ou une paix ou une joie intérieure, et que donc peut-être c'est ça qui t'avait fait prendre le chemin d'avoir envie de partager, de communiquer, et peut-être de faire le travail que tu fais aujourd'hui. On y viendra après. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu dis, j'aime bien le mot suivre les consignes. Je pense que c'est ça, c'est que, en tout cas, dans mon chemin, à force d'avoir suivi les consignes, j'ai oublié ma consigne intérieure, ma vérité intérieure, ma voix intérieure. Et j'ai pas vu quand j'étais enfant. Enfin, c'est comme si il y avait le décalage entre je vois la beauté des gens, mais ils sont pas en train de l'incarner complètement, quoi. Il manque un truc. Il y a ce côté que j'avais aussi, que j'ai eu, ce côté un peu éteint, et que j'aurais aimé dès mon enfance trouver, de dire, mais en fait, on est tous des individus uniques, singuliers, et il y a vraiment de la beauté dans chaque être humain, quoi. Et c'est waouh. Et plutôt qu'on nous dise, entre guillemets, quoi faire, c'est quoi la vie, ou ça, c'est plutôt, mais qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te donne de la joie? Et ouais, c'est ça ça va manquer. J'ai envie de dire, ça va manquer. Et du coup, j'ai envie d'aller le retrouver chez les gens. C'est un peu comme si, on va jouer à se retrouver, à se reconnaître, et à dire, je te vois, je te reconnais dans ta singularité, dans ce qui fait que t'es toi, en fait, avec ta joie, tes élans, tes talents naturels. Et je trouve ça beau, en fait. Pour moi, ça fait vraiment partie de cette richesse de la vie. Moi, j'adore toujours la nature. Je travaillais dans la nature avant. Et c'est ça que j'adorais aussi, c'est ce côté, il y a une diversité dans la nature aussi. Et c'est pareil chez l'humain, dans les fleurs, dans les arbres, il n'y en a pas un pareil. Et c'est pareil chez l'humain. Et je trouve ça beau, en fait. Voilà, je m'émerveille. Je m'émerveille de ça. Voilà. Yes, merci. Et comment tu as compris ou eu l'idée de te dire que ça pouvait être un métier, quelque part, d'accompagner sur ce chemin, de révéler, de renforcer, de donner de l'énergie, d'essayer de donner du pouvoir à l'autre, aux autres, sur leur autorité intérieure, si c'est raccord avec ta démarche, ouais. Ouais, ouais. Eh ben, c'est une bonne question, parce que je pense que à quel moment j'ai senti que ça pouvait être un métier, ça s'est fait un peu par dépit, entre guillemets, dans le sens où, en ayant travaillé dans l'environnement, je me suis sentie, à la base, mon élan, moi, c'était juste de prendre soin de la planète, et je voulais pas entendre parler des humains.
Je me suis dit, ça a l'air un peu compliqué, trop violent pour moi en tout cas, dans ce que je ressentais et dans ma propre, on va dire, violence intérieure. Et, en travaillant dans l'environnement, j'ai rencontré des humains. Et c'est là que je me suis dit, waouh, en fait, ouais, il y a du conflit, il y a des humains qui sont pas heureux d'aller travailler. En fait, j'ai vu des gens qui se mettaient en arrêt maladie. C'était ça dans mon premier métier. Et là, je me dis, waouh, comment c'est possible en fait? Et comment c'est possible que les gens, bah, là où tu passes quand même vachement de temps dans ton métier, comment c'est possible que tu sois pas bien, que tu sois triste, que t'as pas envie d'y aller, que tu tombes malade en fait, et qu'il n'y ait pas de communication. Et donc c'est là que je me suis dit, ben non, c'est pas possible. Moi, je veux prendre soin de la planète, mais apparemment, on en est pas là. on n'en est pas là. Là, en tout cas, ce que j'ai senti, c'est que ok, ça demande de prendre soin de l'humain. Et du coup, je me suis dit, bah, moi, je vais aller voir déjà chez moi ce qui se joue, comment je relationne avec, avec moi-même et avec les autres. Et du coup, j'ai ouvert cette porte-là. Et en ouvrant la porte et en me formant, je me suis dit, bah, waouh, ça a l'air tellement précieux, en tout cas ce que j'ai vécu moi, que je me suis dit, j'ai envie de le transmettre aux gens. Donc, d'en faire un métier. Yes, merci. Merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Comment on te trouve déjà? De toute façon, moi, je mettrai, dans les descriptions et puis, à l'image, ça s'affiche maintenant, on met les liens qui vont bien. Mais, voilà, comment on te trouve et qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Parce que j'ai regardé un peu sur ton site internet, il y a plein de choses. Heu, déjà, il régale, hein, ton site internet et voilà, ouais, qu'est-ce que tu peux te dire? Comment tu peux nous parler de ce à quoi on peut jouer avec toi, chez toi? Ouais. C'est vrai que j'ai ce côté multipotentiel, en tout cas multicasquette. Et ça que je n'avais pas trouvé dans un métier, on va dire, plus traditionnel. Et c'est ça que je trouve ça beau quand on peut aussi créer son propre métier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec moi? On peut se faire accompagner, en tout cas, pour justement aller se rencontrer dans sa singularité. Un de mes talents, c'est d'aller mettre des mots sur l'univers des gens aussi. De dire, OK, c'est ça que je vois chez toi, c'est ça que tu fais bien. Euh, et voilà, de faire miroir à l'autre, de, waouh, regarde tes talents. Et je te vois et je te reconnais. Et donc, c'est un premier pas pour la personne pour faire ce chemin. J'ai différents outils aussi pour ça. D'aller voir aussi ce que j'adore faire, c'est d'aller faire dialoguer un peu les espaces intérieurs, les parts intérieures de la personne, parce que on peut être souvent en conflit. Je l'ai vu chez moi, des conflits intérieurs entre ces tiraillements entre ce qu'on veut, ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire, et voilà, tous ces espaces intérieurs. Moi, j'adore dialoguer avec voilà, les espaces intérieurs des gens, les parts intérieures, pour les mettre en lien, pour remettre justement déjà de la communication et de la fluidité à l'intérieur. Voilà, je suis aussi, donc j'accompagne souvent les artistes, bah oui, mais enfin, j'allais dire que j'étais artiste, mais j'accompagne notamment les entrepreneurs, les gens qui sont en transition, les gens qui sont sensibles, qui, euh, qui sont aussi des fois comme moi multipotentiels en disant, je fais quoi avec tout ça? Est-ce que je dois choisir? Qu'est-ce que je dois choisir? Et ceux qui sentent que bah, ils rentrent pas dans les cases classiques, ceux qui ont envie que leur sensibilité soit honorée, on envie de dire, en tout cas ça soit pas un fardeau, quoi. Et donc voilà, je suis aussi, ce que j'allais dire après, je suis aussi artiste. C'est pour ça que sur mon site, il y a aussi cette partie-là où je crée des géométries sacrées voilà, depuis des années. Et je fais aussi des logos. Les gens sont venus à moi pour faire des logos, voilà, avec des géométries. Et j'organise des retraites, des immersions un peu partout dans le monde, à la rencontre de la beauté justement de ce monde, de cette nature, de découvrir de nouveaux horizons aussi ensemble. Et c'est une phrase que j'adore du film Into the Wild. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et pour moi, ça fait vraiment sens parce que j'adore voyager, de le partager avec d'autres qui vont s'émerveiller. On va s'émerveiller ensemble, de dire waouh,
C'est ça, quoi. Et ouais, je trouve ça bon, quoi. Voilà. Yes. Du coup, en individuel, est-ce que tu peux me préciser un peu vraiment le type de format, auquel on peut, accéder avec toi? Ouais. De toute façon, je fais soit des stages, soit des formats individuels. Du format individuel, c'est sur 1 mois ou 2 mois, voire 3 mois, on va dire. Il y a 1 ou 2 sessions, généralement 2 sessions, en visio par mois et le reste, on est vraiment sur, moi, je suis sur un canal Telegram pour partager quotidiennement soit des audios, soit des écrits pour accompagner ce vivant dans le quotidien, justement, de se dire: «OK, c'est quoi qui est en train d'être traversé? Où j'en suis?» Des fois, comme j'accompagne souvent les entrepreneurs, c'est: «OK, comment je me positionne? Heu, est-ce que ce que je suis en train de partager, ça fait sens? Est-ce que ça vient de quoi ça parle?» Et donc voilà, d'ajuster aussi cette visibilité, comment on se rend visible, en fait, à travers notre singularité. OK, donc ça veut dire que c'est un format où en fait, donc sur 1, 2 ou 3 mois, on va avoir, 1 à 2 séances par mois, c'est ça que je comprends en individuel avec toi? Et après il y a un canal Telegram et ce canal, c'est un canal collectif ou alors c'est en individuel, tu accompagnes en fait, au quotidien à travers un canal, c'est Ouais, ça? c'est ça, ouais, c'est ça. Généralement, il y a 2 visios dans le mois et le reste, c'est le quotidien, en fait. C'est comment, il y a des échanges quand la personne, elle me dit: «OK, là, autant ça peut être, là, je traverse, un blocage ou j'ai une peur, autant ça peut être, oh là, j'ai envie de célébrer, je me suis rendue visible, j'ai fait mon post, ça a fonctionné» et je trouve ça beau aussi de pouvoir faire les 2, quoi. Je suis là autant dans, OK, c'est dur ou OK, je rencontre une résistance et autant dans on va célébrer ensemble, en fait. Parce que c'est incroyable et parce que je pense aussi, enfin, en tout cas, ce que je trouve que dans nos sociétés, on ne célèbre pas assez. On n'est pas, on s'émerveille pas assez, on célèbre pas assez, on sait pas ce qui est montré aux infos, quoi. Donc voilà, je fais pas je sais pas, mais voilà. Heu, Yes. Ouais, merci. Donc ça, c'est en individuel. ouais, Et je vois que alors je le place aussi parce que j'ai vu que tu as aussi des programmes. C'est-à-dire on peut vraiment acheter des programmes que tu as préparés et on peut, pour, avec différentes intentions, ouais. profiter de ton travail et super d'ailleurs, super l'énergie, enfin voilà bref, donc ça, c'est disponible aussi vraiment sur ton site Mmh. et du coup, il y a la partie collective et là, la partie collective, j'ai vraiment envie que tu m'en parles. Je t'avoue même que, c'est un de mes goals, tu vois? Mmh. C'est, un de mes objectifs. Je j'ai pas les moyens aujourd'hui. Alors d'ailleurs, ça se trouve, je m'invente que j'ai pas les moyens. Tu vois? Tu sais, ça fait un peu ce truc de des fois, on voit des choses, on se dit: «C'est pas pour moi», alors que peut-être que si. Heu, mais ouais, j'ai vu quelques voyages que je sais pas d'ailleurs si, ce que j'ai vu, c'est déjà fait ou pas. Tu es déjà parti chez les Masaï encore ou pas? C'est ce mois de novembre. OK, OK. Et donc ouais, est-ce que tu peux me parler de ça, ce que Ouais. tu fais en groupe? Est-ce qu'il y a ces immersions-là, ces grands voyages-là, ou il y a d'ailleurs d'autres choses? Ouais, qu'est-ce que tu proposes, en groupe? Comment on peut travailler avec toi en groupe? Ouais. Alors, c'est plutôt on propose parce que je co-anime des stages, et des retraites avec mon compagnon, depuis 5 ans. Heu, c'est toute une aventure de co-créer en couple et du coup, l'élan est venu on faisait des retraites en France, des stages en France et puis ça est venu, depuis l'année dernière d'ouvrir à, on va dire, à l'international. Donc c'est ça que l'espace qu'on a fait les voyages parce qu'on aime voyager et là parce que je ressens l'appel de ces lieux. En fait, ça c'est venu à moi à chaque fois de manière, incroyable. Il y a toujours des histoires, de dingue, autour de ces voyages et comment c'est venu. Donc voilà, il y a eu des immersions, l'année dernière, on a été au Maroc, dans le désert, du Maroc faire un trek. L'année dernière, on a été aussi en Irlande. On a fait, randonnée aussi, et le travail sur soi en Irlande. On a été, au Québec et on a été aussi, on a amené les gens en Égypte pour aller, nager avec les dauphins, dans la mer Rouge. Et voilà et donc cette année, ça a été, donc le Maroc aussi et la rencontre avec, les Masaï, c'est en novembre,
pour aller vivre avec une tribu Maasai au Kenya. Voilà, immersive pendant une semaine. Ouais. Bah, si je pourrais en parler des heures, mais je réduis ça là. Si tu pouvais en parler des heures, tu partirais sur quoi? Qu'est-ce que... Euh, Bah, la beauté à la fois de comment je suis guidée pour arriver sur ces lieux, pour arriver dans ces espaces à chaque fois, j'ai eu des connexions incroyables pour se dire, ah, ok, on va aller là. C'est ça la prochaine immersion. Les peuples, je suis très reliée au peuple premier, en tout cas depuis des années, et à l'Afrique noire surtout. Depuis toute petite, je voulais aller en Afrique noire, alors que dans ma famille, personne n'en parle, personne n'y a été, personne n'a envie d'y aller, en gros. Et moi, c'était une envie depuis petite. Je me dis, il faut que je dois aller en Afrique. Je dois y aller. C'était pas du tout rationnel, quoi. Il y avait quelque chose qui est rien qui est rationnel. Bon, j'y suis allée. La vie m'a guidée pour que j'y aille plusieurs fois dans plusieurs pays différents. Et vivre là-bas, c'est-à-dire que j'y suis restée longtemps. En tout cas, j'ai vécu plusieurs mois. Et donc ça, plus le lien avec les peuples premiers aussi depuis plusieurs années, d'aller écouter leur sagesse, d'aller ressentir leur lien au vivant, comment eux, ils vivent ça. Ça, c'est quelque chose qui est précieux pour moi aussi. Et donc là, pouvoir le vivre, ça, immerger dans une tribu et de voilà partager leur enseignement, enfin qu'ils nous partagent leur enseignement, leur culture, leur sagesse. Bah voilà, c'est waouh. Voilà, c'est une première pour moi et on emmène des gens dans ça et ouais, ouais, je suis émue, je suis touchée de pouvoir le vivre en fait, de sortir, on y va en novembre et voilà. Yes. J'ai envie de te poser cette question si elle est hors sujet ou tu me dis, mais comment t'as eu le contact? Comment ça se prépare pour que ça soit, tu sais, sain, tu sais, fraternel et je vais un peu caricaturer quoi, mais pour que ce soit pas une visite touristique, si je sais pas si on peut dire ça comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, carrément. Bah, le contact, je suis tombée via les réseaux sur une femme il y a 5 ans, 5, 6 ans, 6 ans peut-être, je sais plus, et qui s'appelle Alexandra Dugast, qui est partie vivre avec les Maasai. Elle a été faire un voyage là-bas. Ça a été une révélation. Je pense qu'il y a des voyages, il y a des pays qui, des fois, qui appellent. Et elle est revenue plusieurs fois et elle est tombée amoureuse d'un Maasai. Elle s'est mariée avec, elle est partie vivre avec eux depuis 7 ans. Elle vit là-bas et c'est elle qui a choisi d'ouvrir la sagesse et la spiritualité Maasai à des personnes qui ont envie en fait d'emmener des groupes là-bas aussi. Donc elle a créé ça. Voilà, elle vit là-bas au quotidien depuis 7 ans. Elle a choisi de tout quitter sa vie pour suivre cet appel. Et voilà, donc c'est son parcours assez incroyable et voilà parce qu'elle aussi elle est partie avec son fils, enfin plusieurs enfants, mais donc là ça m'a touchée de me dire ouais c'est vrai qu'il y a des moments donnés, tu sais qu'il y a il y a des rencontres, il y a des appels qui viennent toucher comme ça, qui viennent bouleverser sa vie et elle vit avec ce, ce ce dépouillement entre guillemets parce qu'elle a tout quitté du confort européen, on va dire occidental, pour aller vivre avec des Maasai qui n'ont pas l'eau courante ni l'électricité, quoi. Ok, merci. Du coup, j'ai pris une note. À un moment, tu parles de ton compagnon. Est-ce qu'on peut dire son nom et est-ce que Ouais, on pourra afficher aussi je sais pas s'il a un site internet, des contacts? ouais, Non? ouais, carrément. Ouais. Comment il Bah, s'appelle? ouais, il s'appelle Lucas Fanson et il est coach vocal. Et, il fait de l'ostéopathie et il fait du sound healing aussi. Tout ce qui est les sons, voilà, pour libérer les émotions aussi. Donc la question d'après que j'avais, c'est qui sont tes clients? Que viennent-ils chercher chez toi? Ouais, il y a une partie, on aurait déjà un petit peu répondu, mais est-ce que ça t'inspire quelque chose?
Ouais, c'est vrai que j'ai déjà répondu que c'est surtout des gens aussi en transition qui se disent j'ai envie d'avoir une vie qui me ressemble plus, d'avoir oui, de faire quelque chose qui fait plus sens aussi. Je pense que dans ce qu'on vit actuellement, il y a aussi besoin de trouver ce sens. Et je pense que c'est précieux parce que c'est important parce que en effet, il peut y avoir plein de choses qui font pas sens justement, qui vont en tout cas pas dans le sens de nos valeurs et dans ce qui prend soin de la vie. Et donc, c'est comment chaque individu, en tout cas ceux qui ont envie cet appel-là, de dire, OK, comment je prends soin, comment je contribue à ma manière, avec mes talents. Et c'est aussi ça qui se dirige aussi beaucoup, des fois, dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas d'avoir quelque chose qui leur convienne mieux, quelque chose qui soit plus ajusté à qui ils sont, entre guillemets, et à ce qu'ils ont envie de faire. Yes. Quels outils utilises-tu? Tu passes par quoi? Ouais, qu'est-ce que tu as dans ton dans ta boîte à outils? Alors, je passe par quoi? Alors, je dirais que mon premier outil, c'est ma clairvoyance, de sentir, de percevoir ce qui se joue dans la structure de la personne, de d'entendre, on va dire, les pensées, les émotions de la personne. Et voilà, en tout cas, d'avoir plein d'informations différentes qui peut soutenir sur son chemin, à mettre des mots aussi sur ce qui est vivant pour elle. Il y a la méditation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, de revenir dans un espace où on entend au-delà de son mental et du brouhaha, d'aller écouter. Donc ouais, la méditation, le human design, moi c'est un outil que j'adore, et les clés génétiques aussi, qui on va dire c'est un dérivé du human design, mais en tout cas ouais, c'est des outils de connaissance de soi qui mettent justement en avant la singularité de la personne, sa manière unique de fonctionner, quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je réfléchis, mais je crois que qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tellement formée à plein de choses différentes, mais voilà, l'outil du coaching, je dirais aussi, parce que je me suis formée au coaching, avec des questions des fois qui aident, qui peuvent soutenir à faire émerger ses propres réponses. Ouais, je dirais que c'est déjà ça. Ouais. Yes, merci. Du coup, tu parles de human design et clé génétique, ça veut dire que, quand on travaille avec toi, tu vas, je sais pas si on peut dire, établir un thème, établir le profil selon Ouais. ces prismes-là et tu fournis du coup, tout un je sais pas si on peut dire une explication, mais, ouais, tu fournis un profil et tu l'utilises pour, communiquer sur, aider la personne à comprendre son mode de fonctionnement? Ouais. Je leur fais des PDF, des guides en fait de leur profil. Voilà, et qui expliquent leur fonctionnement, leur énergie, leur façon de prendre des décisions. Enfin, je trouve ça très riche et leur talent naturel. Mais après, c'est comme tout. Moi, j'aime pas être mise dans des cases. C'est pas parce que voilà le profil c'est ça, donc parce que comme toute case, on peut des fois se cacher derrière ou se justifier de choses en disant bah oui, c'est parce qu'en fait, tu comprends, je suis vierge, ascendant balance, donc c'est pour ça que. Mais ça peut être des outils, des fois c'est hyper précieux, c'est soutenant parce qu'on se reconnaît, puis des fois voilà c'est important de aussi de pas se cacher derrière, quoi. Hop, yes. Yes, ouais, mais c'est précieux parce que c'est des outils, puissants et c'est cool de savoir bah, que tu utilises ça aussi et en passant par toi, on va aussi avoir, un travail par ces prismes-là, quoi. OK. Quelles ambitions professionnelles t'animent? Comment tu vois l'avenir? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'aller chercher, proposer, arpenter? Je pense que ce qui m'anime là, c'est alors il y a quelque chose autour de rassembler, de co-créer aussi. Je pense que j'ai fait un temps, et en même temps c'est pas complètement vrai, j'allais dire toute seule, en mode solo dans mon coin. Alors que c'est pas complètement vrai parce que j'ai été souvent appelée à co-créer. On m'a souvent invité à dire OK, est-ce qu'on peut pas co-créer quelque chose ensemble? Mais je pense que, en tout cas pour moi, je sens l'appel de co-créer soit des espaces, des choses qui rassemblent aussi les talents des gens. Là, je viens de créer un sommet en ligne, La Voix de l'eau, qui rassemblait des artistes.
Ça faisait sens pour moi de rassembler des artistes qui ont cette sensibilité, en tout cas cet appel de l'eau, qui en transmettent autour de l'eau. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est de rassembler à des moments donnés dans des directions communes, en tout cas pour des projets. Voilà, qu'il y a quelque chose pour prendre soin, chacun du coup avec sa couleur. Ça, je trouve ça, je sais pas si c'est une ambition professionnelle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de co-créer des projets à un instant T et de mettre nos compétences ensemble. Yes. Ouais, cool. Ouais, ouais. Merci. Ouais, ça donne envie, ça. Ça me parle, je le vois. Est-ce que tu peux me parler de ta vie d'accompagnante? Et ce que je veux dire, c'est, ma question, c'est qu'est-ce qu'on entretient? Qu'est-ce qu'on soigne en coulisses? Qu'est-ce qu'on chérit, pour que, en fait, sur scène, dans le cadre du travail, on puisse proposer quelque chose de qualité? Merci pour ta question. Je trouve que c'est une bonne question parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment mis en avant chez les accompagnants, chez les thérapeutes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu vraiment beaucoup les coulisses. C'est pas quelque chose que je vois beaucoup passer. Et pourtant, je trouve ça essentiel. Pour moi, je dirais que ça commence par une sorte de cohérence, en fait. C'est-à-dire que ce que je partage, ce que je transmets, ce que j'enseigne, je l'incarne. En tout cas, j'essaye de l'incarner du mieux que je peux. Et donc, ça va être, quand je dis d'être à l'écoute de soi, d'aller écouter, c'est de me créer des espaces chaque jour pour sentir comment je vais, mettre des mots, pouvoir des fois demander du soutien si j'ai besoin de soutien. C'est aussi, je dirais, une discipline dans le fait d'être à l'écoute de mon corps, de mes émotions, voilà, de dire, OK, comment je prends soin aussi voilà, de mon corps, de mes émotions, de tout ça pour que quand je sois avec la personne, déjà, je me sente quand même disponible, le plus disponible, même s'il peut y arriver des choses. J'ai une anecdote qui arrive. Mais ouais, c'est qu'en termes d'accompagnant, voilà, on peut vivre aussi des choses et ça demande, en tout cas, je sens que moi, ça me des fois de dire, OK, là, je veux être disponible à la personne que j'accompagne et j'aime être quand même 100% disponible, en tout cas d'être dans cet espace. Je sais que pour la petite histoire, c'est il y a plusieurs années, il y a peut-être 8 ans, 9 ans de ça, j'allais démarrer un accompagnement en individuel, en visio. Et 15 minutes avant, je reçois un mail de mon compagnon d'époque qui me dit qu'il me quitte. Et ouais, ça a été, je vois le mail, je vois un tsunami intérieur, tout ce que ça me fait. Et là, je me dis, OK, je démarre dans 10 minutes. Et là, j'étais là, genre, waouh. Et c'est incroyable et je trouve ça beau de voir, et c'est là que la capacité de l'humain, de dire, OK, là, je mets ça de côté, en fait. Parce que là, pour l'instant, je vais être disponible, je vais être présente, disponible pour la personne que j'accompagne. Voilà, et c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est-à-dire que 15 minutes après, j'étais là et j'étais pleinement là, pleinement curieuse, intéressée, présente dans ce qui se vivait pour l'autre, alors que je traversais quelque chose où je me dis, OK, et je sais qu'on a tous cette capacité-là, quoi. Et c'est ça que je trouve ça incroyable aussi chez l'humain. Mais voilà, c'est pour dire que, voilà, en tant qu'accompagnant, ça demande aussi de dire, OK, des fois, ça va être inconfortable dans ce qu'on vit. Comment on gère ça? Et pour moi, il y a une question de faire alliance avec soi-même à l'intérieur, c'est-à-dire que cet espace en moi qui était effondré, je l'ai vu, je l'ai entendu, et je lui dis, ouais, je vais t'offrir un espace pour ça, pour que tu puisses peut-être pleurer, crier ta tristesse ou ta colère. Et je pense que quand il y a dans son système ces espaces en soi qui sont suffisamment, en une sorte de sécurité intérieure, qui dit, OK, je sais qu'il y aura l'espace pour ça, il y a quelque chose qui peut s'apaiser et ouvrir l'espace pour l'autre, en fait, pour être dans cette ouverture à l'autre. Donc, voilà, ça fait partie, je pense, aussi dans les coulisses de l'accompagnant, de faire alliance avec soi-même, ouais, d'être à l'écoute. Ah, merci. Ça m'envoie sur, l'endroit, où, en fait, dans ce travail, dans ce métier, hem,
décider de s'engager à accompagner sincèrement, profondément l'autre, c'est un entraînement puissant et sacré pour pouvoir se l'offrir à soi et ça fait un peu, tu sais, une boucle, on le fait pour l'autre, parce que c'est ce qu'on voudrait se souhaiter à soi-même de mieux, et que, bah, si on le fait pour l'autre, bah, peut-être que ça va faire avancer le schmilblick et qu'en fait, mieux on le fait pour l'autre, mieux on sait le faire pour nous-mêmes et ça crée un cercle vertueux, quoi. Ouais, ouais, puis Ça te parle, ouais? Mmh. ouais, puis ce que je perçois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de miroirs, en fait, dans les gens qui viennent me voir. Des fois, je me dis, mais c'est OK, c'est une question que je me suis posée il y a une semaine où il y a des choses et la personne, elle vient avec cette question-là. Je me dis, waouh, il y a une part de moi qui fait, oh merde. Parce que je me dis, waouh, c'est. Et en fait, je pense que ce travail d'accompagnant, ça demande cette humilité de se dire, je sais pas pour l'autre, en fait. Et c'est là de se dire que, euh, en tout cas, je sais que moi, il y a une part de moi, peut-être pour d'autres, ça fait ça de me dire, oh là, j'ai envie d'avoir la solution, tu sais, j'ai envie d'apporter un truc, forcément que j'ai envie d'avoir la solution ou la réponse, parce que je pense que c'est un peu aussi un conditionnement, mais ça demande d'être, ah, en fait, non, en fait, je suis pas là pour avoir la réponse. Et pour moi, en tout cas, dans cette posture d'accompagnant, je suis en train d'ouvrir un espace et de faire confiance que dans l'espace, dans le cadre, il y a quelque chose qui va émerger. Et je sais que c'est quelque chose qui, ça demande, pour moi, une sorte de pratique de, ah, ok, je sais que à cet endroit-là, faire confiance à la vie. C'est un enseignement à chaque instant, quoi. Et puis de lâcher je sais, je sais, surtout quand en tout cas, pour moi, je parlais des fois quand je suis, enfin, en tant que clairvoyante, tu peux percevoir des choses et du coup savoir des choses sur l'autre. Et je me dis, ok, ça me demande de lâcher aussi à des moments donnés. Ok, je sais pas qui aller. Je peux percevoir, sentir, mais là, dans l'instant et dans ce qui a besoin d'émerger, ouais, c'est un peu le parallèle avec la vie, c'est de se dire, ok, à chaque instant, je suis prête à vivre cet inconnu en fait. Et je sais que pour moi, ça a été entre guillemets un travail, mais en tout cas de lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle et dans la vie de dire, OK, j'ai besoin de contrôler, donc j'ai besoin de planifier, j'ai besoin de savoir à l'avance. Et on ne sait pas à l'avance. Je ne sais jamais quand une personne vient en rendez-vous, c'est quoi le sujet qu'elle va apporter sur la table, en fait. Je suis pas préparée à ça. Et des fois, on a envie de se préparer à la vie pour être prêt. Ben, en fait, on n'est pas prêt. Entre guillemets, on n'est pas prêt. Ouais, ça me fait est-ce que, justement l'enjeu serait heu, de se préparer à pas être prêt? Tu C'est sais? ça. Genre il y a un endroit où on peut, comme tu dis du coup être, se préparer à accueillir, être d'accord pour accueillir, Mm, être d'accord pour être là et prendre soin de ce qui sera là, quoi et mm, respecter ce qui sera là, quoi. ouais. Yes, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais des conseils à partager pour celles et ceux qui se sentiraient appelés par une voix qui ressemblerait à la tienne? Suivez vos appels intérieurs. Parce que moi, c'est ça que j'ai fait, en fait. Je pense on m'aurait dit, il y a 5 ans, il y a encore 10 ans, enfin, même il y a 5 ans, on m'aurait dit, tu vas organiser des voyages dans le monde. Je suis pas sûre que je l'aurais cru, il y a encore, mais voilà, mais même il y a 10 ans, on m'aurait dit, tu vas faire tout ça, là. Je serais pas cru, en fait. Donc, je pense que le conseil, c'est, fais-toi confiance, écoute. Quand tu sens des appels, suis-les, même si ça fait peur, même si ça n'a pas de sens, même si c'est pas logique, même si les gens te disent, non, tu vas pas faire ça quand même. Parce que franchement, j'aurais pas fait grand-chose, hein. Je pense que j'aurais dû écouter, entre guillemets, l'extérieur et ceux voilà, qui donnent des conseils ou quoi, j'aurais rien fait de ce que j'ai fait parce que ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Pour certains, j'ai fait des choses qui sont perchées. Donc, je pense que s'il y a des gens qui ont cette sensibilité-là et que, ouais, euh, regardez votre beauté, quoi. Prenez le temps de la contempler, de l'honorer, en fait, parce que ouais, il y a quelque chose de précieux dans ça qui a envie d'émerger et qui va vous guider, en fait. C'est ça qui vous guide, c'est votre singularité, en fait, vos talents, votre façon de faire les choses. Mmh. Yes, merci. Hem
Comment fonctionne la réalité de l'individu humain à tes yeux? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? C'est quoi l'enjeu pour un humain ici? Mmh. Sacrée question. Celle-là, ouais, elle est vaste, elle est vaste. Je sais pas, c'est explorer, j'ai envie de dire, moi qui suis expérimenter toute la, on va dire, la dualité humaine, en tout cas sur cette planète Terre, toute cette contradiction, ces paradoxes, et puis expérimenter l'amour, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est ça le. Et peut-être que l'enjeu, c'est plutôt remettre du jeu aussi, du jeu dans cette vie, dans ces vies, dans ces identités. On a l'impression qu'on est ça, toutes ces identités. C'est de se voir aussi au-delà de ce que l'on croit être derrière nos identités, nos masques, et de se dire, OK, on est plus vaste que ça. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Si, si. Bah, en tout cas, j'entends, ça me plaît, enfin, en tout cas, ça m'inspire, ouais, ça. Je me sonde, voir si j'ai envie d'aller plus loin, de te relancer dans un sens ou dans un autre, mais non, c'est beau et léger, ça me plaît. J'ai pas forcément envie d'aller plus loin. Merci. Alors, est-ce que vous vous régalez? Est-ce que le voyage est doux? Je vous l'espère. Enfin, je l'espère pour vous. Petite page de pub. Les likes, les commentaires, les partages, les abonnements. N'hésitez pas, c'est important. C'est important pour la chaîne, c'est important pour les gens que je peux inviter, c'est important pour la diffusion de ce message, de cette vibration. Donc vous êtes les bienvenus. Je vous relaisse avec l'interview. Quel est ton rapport à l'au-delà? Et j'ai rajouté, certains parlent de guide. Est-ce que c'est quelque chose qui existe pour toi? Qu'est-ce que ça t'inspire, ce thème-là? ça m'inspire. En tout cas, ça m'inspire. Moi, j'ai eu cette connexion depuis petite avec cet au-delà. J'appelle ça les mondes subtils, en fait. C'est vrai qu'il y a une autre réalité derrière la réalité juste, on va dire, que l'on perçoit avec nos yeux. Enfant, je parlais avec des guides. Ma mère aussi me disait ça, mais tu parlais avec et que personne ne voyait. Donc j'avais ça, puis je l'ai gardé longtemps en fait. J'ai gardé pendant jusqu'à mon adolescence, je parlais avec des guides. Je savais bien que j'avais surnommé mon ange gardien. Je sais pas si c'était ça comme ça en tout cas à l'époque. Jusqu'à mon adolescence où j'ai eu l'impression que j'étais un peu seule à parler à des guides. En tout cas dans mon cercle d'amis, c'était pas un sujet qui était abordé. Et que deux, je me suis dit, s'il y avait vraiment des guides ou un ange gardien, je vivrais pas ce que je vis, qui a pas l'air très agréable. Je me suis dit, peut-être faire un truc un peu plus cool. Et donc, j'ai mis ça un peu de côté, mais j'ai une connexion profonde. Donc, pour moi, ça existe. C'est là. Est-ce que ces guides, c'est une version de nous je pense qu'à un endroit, c'est peut-être une version de nous plus élargie, entre guillemets, comme si c'était notre soi, notre conscience, ou des émanations de nous, enfin, de nous sur d'autres plans. Moi, je parle à des guides, je parle à des êtres, je peux parler à des dragons, je peux parler à des arbres, je peux parler à des fleurs, à des animaux. Donc, c'est pour moi, ça me semble naturel. Après, c'est pas quelque chose que je parle parce que je sais que on perçoit pas tous cette réalité-là. Et voilà, je respecte aussi qu'on ne voit pas ça et qu'on ne choisisse pas de voir ça, de dialoguer avec tout ce qui nous entoure. Je sais pas si je réponds à ta question aussi. Bah, si, carrément. Si, carrément. Ça m'inspire 2 questions qui vont avec. Comment on repère un guide? Parce que, je vais le prendre sous cet angle-là, même si je pourrais le prendre sous d'autres angles, mais moi, je travaille avec des gens qui entendent des voix et des fois, c'est très concret, presque comme si c'était pas eux, tu vois? Enfin, comme si c'était ou plutôt, c'était vraiment comme si quelqu'un leur parlait, tu vois? Donc ça peut être très, très concret, mais ça peut être plus subtil, puisqu'on peut sentir des impulsions, on peut sentir des directions comme ça qui sont proposées, mais ces voix, ces directions sont pas toujours au mieux joyeuses.
au pire, ouais, si on va rester là-dessus. Donc voilà, c'est pas toujours joyeux ce à quoi se peuvent inviter ces inspirations-là. Comment on fait le tri? Voilà, comment on sait à qui on fait confiance? Je te pose une question un peu naïve exprès quoi. Ouais, c'est une bonne question. Je vais partager moi alors depuis mon expérience, quand j'étais enfant justement, quand j'ai voyé des êtres, et que je parlais à d'autres êtres, ce qui m'est venu de me dire parce qu'à un moment donné, je me suis dit: «Pourquoi je ne voyais pas?» parce que je voyais d'autres enfants aussi et du coup, je me suis dit: «Pourquoi c'était pas des amis imaginaires?» Quand on est petit, on se fait des amis imaginaires, ça se trouve, c'était juste un ami imaginaire, et en fait, ce que j'ai perçu et le mot que j'aurais mis sur moi, mon ange gardien, c'était que déjà, il était là partout où j'allais. Il était avec moi. Et en fait, quand j'allais pas bien, il y a des moments donnés, alors moi j'avais un peu ce syndrome-là, mais je vais parler de la petite histoire. Quand j'allais à une activité, genre ma mère m'amenait à la gym et ma mère était souvent en retard, dans mon souvenir toujours en retard, et j'avais l'impression que dans ma tête d'enfant, c'était ça y est, elle m'abandonnait, elle viendra jamais me chercher. Donc moi, j'attendais sur le banc que ma mère arrive. Et là, j'étais dans une sorte de petite peur intérieure. Et là, mon ange gardien arrive et il me rassurait déjà. Il me disait, mais non, mais ça n'a pas de sens. Donc voilà, alors que j'avais peut-être 7 ans. J'avais peut-être 5 ans. Et entre 5 ans et 7 ans. Et il me rassurait. Et souvent, si j'étais triste, si je me mettais à pleurer, il me faisait des grimaces. Alors, je sais pas, les enfants, moi, ça me faisait rire. Et en fait, il me faisait rire et il me rassurait. C'était ça. En fait, c'était comme si, dans ce que je percevais, c'est qu'il dédramatisait sans forcément ce que je sentais qu'il ressentait, ce que je vivais sans Donc voilà, pour moi, pour fermer cette parenthèse, c'était il va prendre soin, en fait. La voix, ton guide que tu vas entendre, c'est censé prendre soin. C'est censé... Enfin, moi, ça m'a amené de la joie, en fait. Quand il me faisait une grimace, quand il faisait un truc, bah, ça me faisait éclater de rire, même au milieu de mes larmes, alors que j'avais peut-être 7 ans, ou 8 ans, ou 5 ans, à des moments de ma vie, quoi. Et je pense que c'est toujours important de faire preuve, on va dire, de discernement intérieur dans ce qu'on perçoit, dans ce qu'on entend, parce que ça peut être même des parts intérieures qu'on entend. Et en effet, en fonction de ce qu'on a vécu, des traumas, des angoisses, on a des fois, on a des voix intérieures qui nous racontent des choses difficiles, qui nous racontent des choses douloureuses, qui nous racontent voilà, des choses qui nous tirent vers le bas, quoi. C'est qu'est-ce que j'écoute, à quoi je donne mon pouvoir, en fait. Et c'est aussi ça, c'est est-ce que je donne mon pouvoir, comme avec les gens extérieurs qui nous donnent des conseils. Quand on entend une voix, est-ce qu'on a toujours envie de la suivre? Est-ce que ça... Moi, je fais toujours traverser par est-ce que ça me met en joie? Est-ce que quand je suis en lien avec ce guide, ou est-ce que c'est quelque chose qui est joyeux? Est-ce que ça m'ouvre? Est-ce que c'est quelque chose qui je sens dans le cœur? Est-ce que dans ce que je perçois, ça fait ah waouh, ça pétille, ou est-ce que non, ça me plombe? Est-ce que ça me plombe? Est-ce que j'ai envie, déjà tellement de choses qui me plombent dans la vie, que est-ce que j'ai envie de me faire plomber par d'autres choses? Bah non. Enfin moi non, en tout cas, je sais que il y a peut être assez de choses dans notre réalité, on va dire humaine, qui peuvent nous plomber, que pour rajouter des choses dans les mondes subtils, quoi. Yes, merci. Ouais, merci beaucoup, beaucoup. Et du coup, tu parlais de parler. Tu disais: «Je parle», mais j'imagine tu parles avec des mots ou parce que quand tu parles aux fleurs, parce que tu as Mmh. utilisé ce mot-là, Mmh. est-ce qu'on parle de mots ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Je peux lui parler avec des mots. Si je la croise, je peux lui dire, en fait, parce que je sais que la fleur, elle va être dans l'intention. C'est sûr qu'elle va pas capter forcément le langage humain, mais elle va comprendre l'intention, en fait. Donc si je dis waouh, t'es magnifique, bah voilà, je vais émettre une énergie en disant ça, et elle va sentir. Donc après, en effet, si je vais avoir un dialogue, si je dialogue avec un arbre, ou des fois je me suis formée aussi en communication animale, bah, on ne dialogue pas de la même manière, en effet, avec on va travailler plus par télépathie, quoi. Et donc du coup, ça veut dire que c'est je t'écoute, tu allais dire autre chose? Ouais, je voulais juste rajouter que, en fait, chacun, peut-être, tu me diras, ça répond à ce que tu allais dire, mais chacun a une forme différente aussi pour rentrer des fois en communication. On a des sens tous différents. Il n'y a pas une manière non plus. Je pense qu'à partir du moment où on a envie de communiquer avec un autre être qui soit pas un humain, ça doit être dans le cœur, en fait, de se mettre dans le cœur et de communiquer. Chacun va percevoir de manière différente. Des fois, ça va être sous forme de sensations, d'images,
de mots, de voix, de couleurs. Voilà, ça peut être après de manière différente, quoi. Ok, oui, ça répond, effectivement. Merci. Hmm. Pareil, tu me dis si ça t'inspire autre chose que ce qu'on a déjà dit. La question d'après, c'était comment harmoniser vie matérielle. Donc, je crois que c'est vie terrienne, tu vois, vie humaine. Et j'ai noté expression divine, mais peut-être que c'est épars divine, tu vois, et comment on harmonise ce qu'on est de terrien et de stellaire. Tiens, c'est comme ça que ça me vient. C'est une sacrée question. Comment on harmonise ça? Je sais pas. Chose qui me vient, je sais pas. Peut-être c'est comment on fait coexister les deux, tu sais, comment on ne renie ni l'un ni l'autre et on les fait coexister, quoi. Ma première réponse, ça serait déjà de les reconnaître, en fait. C'est de se dire qu'il y a ça qui coexiste en nous, il y a ces deux-là. Et moi, je sais que pendant longtemps, j'ai été vraiment tiraillée entre. J'ai l'impression que je devais choisir mon camp, en fait. J'ai l'impression que c'était. C'est genre. Bon, alors, t'es dans le camp des humains, genre, t'es là, bien ancré dans la réalité matérielle, ou est-ce que t'es la meuf perchée voilà, pendant longtemps, ça a été difficile pour moi de choisir. En fait, j'avais l'impression que je devais choisir et que c'était un peu qui suis-je alors? Est-ce que je suis cette terrienne bien ancrée ou est-ce que je suis cette meuf plutôt connectée au stellaire, à la divinité et pour certains du coup perchée parce que c'est dans notre société c'est pas ça qui est mis en avant. Bon, en tout cas le côté divin, on nous en parle pas à l'école. Ce n'est pas enseigné dès l'école, donc ouais cette quête d'harmonisation, je pense que en tout cas pour moi, ça a été une quête pendant longtemps. Aujourd'hui, je me sens plutôt en paix avec ces deux aspects de moi. Mais voilà, les reconnaître, aller à fond. En tout cas, moi, ça s'est passé par aller à fond dans un et après aller à fond dans l'autre et sentir que voilà, je suis tout ça en fait. Ouais, merci. Question métaphysique, mais qui n'interdira pas l'envolée poétique. Tu le prends comme ça t'inspire. Quelle influence le passé a-t-il sur le futur? Est-ce que le futur influence le passé? Et plus largement, quel est ton rapport au temps? J'adore, j'adore. Alors, j'aurais dit oui, oui et et la dernière question, quel est mon rapport? Oui, en tout cas, oui, je pense que le passé, je sais plus dans quel sens, mais dans les deux, je pense que le passé influence le futur et le futur influence le passé. À mon sens, on est bien au-delà de ce temps linéaire. En tout cas, pour moi, dans l'espace-temps, il n'est pas linéaire. C'est casser justement ce temps linéaire pour pouvoir ouvrir ce champ du tout est possible. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé jusque-là, mais il y a vraiment cette histoire de bah oui, tout est possible. C'est une évidence. Aujourd'hui, j'ai tellement d'histoires, mais pour dire que quand on est dans cet espace-temps linéaire, passé, présent, futur, on a l'impression que ce qu'on veut, c'est loin de nous, parce que c'est dans le futur, donc c'est pas là. Et donc on passe son temps à courir après quelque chose. Mais si on court après, qui c'est toujours devant, si c'est dans le futur. Alors que pour moi, on est plutôt sur un temps circulaire que linéaire, et que sur circulaire, c'est-à-dire qu'on peut rejoindre ces deux points et de se dire que sur ce cercle, on va vivre ce qu'on a envie de vivre en fait, plutôt de le mettre à l'extérieur ou loin de nous. C'est dans un espace-temps, ça existe déjà, c'est déjà là. Et c'est comment plutôt je m'ouvre à c'est déjà là, plutôt que je suis dans la fréquence de c'est pas là du tout et ça manque à ma vie. Je sais pas si ça répond à cette question, mais voilà, j'ai plutôt mon rapport au temps, je le vois plus de manière circulaire que linéaire. Yes, j'aime beaucoup. Alors en plus, je me rends compte que je me suis planté dans la réécriture parce que c'était pas ça vraiment la question. Enfin, c'était pas les bons mots. Parce que tu sais, pour chaque invité, je réécris. Alors, celles qui sonnent toujours pour moi dans mon cœur, les questions, je les laisse, mais je les réécris quand même. Et du coup, c'était quelle influence le passé a-t-il sur le présent? Et est-ce que le futur influence le présent? J'ai mélangé. Mais ça répond. Enfin, pour moi, tu réponds. Et j'ai surtout, du coup, j'aime beaucoup cette idée-là
Et tu vas me dire si c'est ce que ça correspond à ce que tu disais, si ça va avec ce que tu disais. De ce que j'entends sur cette idée de temps circulaire, c'est que dans le présent, j'ai autant la possibilité de faire exister un futur et de choisir, ouais, c'est ça, de choisir un futur potentiel que de choisir un passé potentiel. Ça me fait l'image que je peux, j'ai une espèce de vérité, c'est-à-dire une espèce de cadre, une espèce ça me fait comme de la matière, tu vois, il y a une espèce de matière temporelle, une matière historique, autant dans ce qui a été écrit que ce qui pourrait être écrit. Et que l'image de cercle, ça fait comme si j'ai le droit, j'ai le pouvoir de choisir dans mon histoire ce qui me vitalise le plus, ce qui m'énergise le plus, ce qui me met le plus en joie. Et en fait, je peux faire pareil sur mon futur. C'est raccord, ça? Ça m'inspire comme ça. Ouais, ouais, en tout cas, dans ce que je comprends de ce que tu partages, c'est vraiment ça. C'est en effet que, en fait, l'instant présent, c'est comme si, moi, je le vois comme ça, c'est comme si, en fait, c'était vierge c'est une page vierge, en fait, c'est une page blanche. Et soit j'amène mon passé dedans, parce que je suis en train de me dire, ah oui, mais vous avez vu ce qui s'est passé hier, soit j'amène mon futur, mais en tout cas mes projections, et donc il y a un peu du contrôle, oui, mais après il y a ça, soit on projette, après il faut que je fasse ça, puis après j'ai ça dans mon planning. Et c'est vrai que quand on est comme ça, quand on fonctionne de cette manière-là, c'est comme ça qu'on est quand même majoritairement câblé, hein, il me semble. C'est comme si on se ferme au présent, en fait. Après, je vais pas faire tout le truc sur le pouvoir de l'instant présent, mais mais en tout cas, il y a quelque chose de on n'habite pas son présent. On n'habite pas son présent, et c'est parce qu'on est dans son présent pleinement, et ça rejoint ce que je disais sur l'accompagnement, sur le fait d'être ouvert à l'inconnu, en fait. Et c'est de se dire, ok, je suis vierge de mon passé, ou est-ce que je continue à me redéfinir par mon passé? C'est souvent ça qui nous anime. En fait, qui nous anime. On est souvent en train de rejouer, surtout au niveau relationnel, on rejoue souvent les mêmes choses parce qu'en fait, on est défini par notre passé. On pense et on a acté ça dans nos croyances, on va dire presque fondamentales, que bah oui, c'est ça que je suis, c'est ça que dans ce qu'on a, voilà, de ce qu'on a entendu même enfant. Donc comme c'est ça que je suis, c'est ça que je mérite, donc j'attire ça à moi. Et on continue souvent dans des boucles un peu infinies. Parfois, on se dit, ouais, j'en suis encore là. Mais voilà, c'est de se dire, OK, en fait, je peux lâcher cette histoire, en fait. Qui suis-je quand je lâche cette histoire de moi? Quand, au moment où je vis peut-être cette relation qui a l'air, oh là là, je me sens pas respectée, par exemple, dans la relation. Ah ben voilà, je attire encore une relation, je suis pas respectée. OK, est-ce que je peux lâcher cette histoire? Et quand je lâche cette histoire, et que je reviens à ce que je veux vivre profondément, à ce que je veux goûter. Ah ok, en fait, ça serait quoi que j'ai envie de goûter dans la relation? Et là, j'ai le pouvoir, en fait, de changer, pour moi, de changer la réalité de ce que je vais vivre dans l'instant présent. Ah yes. Mmh. Ouais, ça me poussait même jusqu'à, en fait, la possibilité de choisir le passé et le futur qui me donnent le plus de, possibilités d'habiter le présent. Mmh. Ouais, ouais, carrément. Ouais, c'est intéressant. Il y a une version de ce que j'ai vécu, je t'écoute, tu allais dire quelque chose, vas-y? Non, non, vas-y. Mmh. Il y a une version de ce que j'ai vécu qui, me donne un droit, souverain d'être là et d'avoir le droit d'être là, d'avoir le droit d'être là maintenant, sans me poser de questions et d'être chez moi maintenant. Mmh. Et de la même manière, il y a une version de ce que je peux écrire pour, demain, de ce vers quoi je peux me projeter, qui, m'encourage, sacrément à être là maintenant. Ouais, j'aimais bien voir cette histoire du cercle. J'utilisais des fois un fil, mais en fait, c'est comme si, non, je peux utiliser, mais j'utilise cette image de, voilà, là, il y a le passé, le présent, le futur. Et quand on va vers son futur, on avance toujours, on avance, on avance. Et en fait, c'est comme si
l'horizon, il est toujours devant, en fait. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un horizon, donc on n'arrive jamais au bout. C'est comme quand on marche sur la Terre, on se dit pas, tiens, je vais arriver au bout. On déplace à ceux qui pensent que la Terre est plate, mais pas de. En fait, quand tu es là, tu avances, mais en fait, quand tu le ramènes en cercle, tu y es, en fait. Le passé, le présent, le passé et le futur, en gros, ils se touchent, et en fait, ce que tu imagines devant toi, il est plus... parce qu'en fait, c'est cette notion du temps qui fait que soit c'est trop long, il faut attendre, soit ça se manifeste, il y a du temps. En fait, cette notion de temps, je trouve que c'est on va dire, une donnée de notre planète, mais ce temps va nous faire mettre les choses loin de nous, en fait. C'est toujours loin. C'était loin, en fait. Et c'est dans nos accompagnements, je pense qu'on ramène aussi à venir vivre, toucher ce qui est là. Mais si je dis que c'était hier, quand on met du temps, on met de la distance. Et quand on met de la distance, c'est pas là. Que ce soit avec nos émotions, que ce soit avec ce qu'on veut vivre. On est toujours en train de ramener, de mettre du temps et donc de la distance. Et donc, si tu mets de la distance avec ce que tu veux vivre, tu veux pas le vivre. Donc, c'est comment je me plonge dans ce que j'ai envie de vivre. Trop bien. Quel genre d'animal est l'humain et comment on vit sainement cette animalité, je sais pas si on parlait de fusion, ça me fait cet effet-là. Alors peut-être c'est parce que je suis un peu perché et que je m'identifie un peu trop à ce que je ne suis pas d'animal. Mais voilà, comment on vit sainement d'être ces animaux humains? Bonne question. Là, tout de suite, c'est plutôt je sais pas, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de. Pour vivre sainement celle-là, cette conscience de notre animalité, pour moi, ça demande justement de mettre de la conscience sur ça, il y avoir cette force sauvage, un peu, quelque chose, cette puissance, quelque chose qui ne se contrôle pas, en fait. C'est comme si, pour moi, ce qui me vient, c'est on peut pas domestiquer notre part sauvage, en fait. Il y a quelque chose qui est un peu indomptable. En tout cas, c'est ça là qui me vient, et c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais un peu, c'est aussi ce feu intérieur, en fait. Et je pense que oui, on peut pas le dompter, mais on peut peut-être le canaliser. Ce qui me vient, c'est ça, c'est comment je pose un cadre à cette animalité en nous qui va être des fois par ce feu, ces pulsions, et comment je mets un cadre, en tout cas, où déjà je le reconnais, comment je crée l'espace pour que ça puisse être vu, reconnu, et avoir l'espace de s'exprimer aussi d'une certaine manière. Yes. Et ça me donne envie de continuer. Et c'est quoi ce cadre? Enfin, ça me fait, j'ai envie vraiment, tu vois, de faire la réponse, enfin de relancer un peu naïvement comment on le pose ce cadre. Déjà en reconnaissant en nous ces pulsions, ces envies, ce feu, et en lui donnant une forme, une direction. Je dirais que c'est ça, ce cadre, c'est donner une direction. Et quand tu parlais de fusion, de le relier à notre humanité dans le sens, dans notre cœur aussi. Pour moi, dans le cœur, dans l'espace de l'amour aussi. Parce que je pense que ça peut être vraiment au service. Cette puissance de vie, ce côté un peu indoptable, et ce côté, on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Enfin, pour moi, en tout cas, on peut connaître l'humain, mais dans une situation précise, dans certains aspects, on ne sait pas ce qui va émerger, ce qui peut jaillir, en fait. On ne sait jamais ce qui peut jaillir, en fait, vraiment. On peut se raconter mais donc, c'est de le mettre au service aussi du cœur, en fait. Du coup, ça me renvoie sur la communication animale dont tu parlais tout à l'heure. Mm. Et le fait et la communication tout court avec tout ce avec quoi on a envie de communiquer. Mm. Et que effectivement, ça me fait l'animal qu'on est s'appréhende avec le cœur. Je sais pas si appréhender c'est le bon mot, mais en tout cas,
Ça m'envoie là. Et je pense, et j'ai envie de rebondir parce que moi, je me suis occupée, je sais pas, mais en tout cas, j'ai été en lien avec les animaux sauvages. J'ai été en lien avec des chimpanzés. Puis je suis partie en Afrique justement m'occuper de chimpanzés. Et j'ai vu ce côté, on va dire, animal. Moi, j'avais à l'époque, et je me suis aussi occupée d'animaux sauvages en France, mais il y a vraiment ce côté dans l'animal il y a une force et il y a à un moment donné, il suit une sorte de, oui, il y a l'instinct. Pour moi, il y a l'instinct de survie. Il y a quelque chose de très, qui va direct, quoi. Tu détournes pas un animal dans son instinct de survie de sa route, quoi. Et je le vois parce que moi, j'étais arrivée en mode, ouais, les animaux, à l'époque, j'étais plus me dire, ouais, je préfère les animaux que les humains, c'est plus, j'étais plus en mode bisounours. Et en fait, ouais, je me suis pris une claque, ouais. Dans les deux sens du terme, ouais, c'est ça, je me suis pris une claque parce que je me suis fait déjà attaquer par un chimpanzé au bout de mon 3e jour sur place. Je me suis dit, ah ouais, et violent, quoi. Je me suis dit, ah oui, c'est aussi ça, en fait. Et cette puissance, il y a une sorte de force qui peut être perçue, en tout cas comme violente, parce que quand on lutte avec, c'est violent. De toute façon, ça va être violent. Et ça peut être perçu violent parce qu'un animal, un prédateur, dans les animaux sauvages, ils vont tuer, ils vont se jeter sur la proie, ils vont la dévorer, point. Ça existe, c'est la réalité de ce qui est là aussi, quoi. Et je pense que c'est important de la prendre en compte parce que moi, en tout cas, dans mon chemin, à un moment donné, j'ai voulu occulter tout ça. C'est genre, il y avait la violence, entre guillemets, les méchants dans ce monde un peu duel avec les camps, les gentils et les méchants, alors qu'en fait, c'est bien, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Et on le voit dans la nature. Je veux dire, tu dis pas le lion quand il attaque la gazelle, oh là là, le méchant lion, hein. Bah non, en fait, il est vivant, il fait il fait sa vie, en fait. Il fait ce qu'il est censé faire, en fait, vivre. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a réintégré dans cette animalité-là, c'est cette force, cette puissance, cet instinct de survie qui est là et qui fait faire des choses par moments qui sont, entre guillemets, violentes. Est-ce qu'on peut parler du coup d'un instinct de prédation à reconnaître et à orienter pour reprendre ce que tu disais plus tôt ou pas? Ouais. J'ai pas imaginé sous cette facette-là, mais il y a un peu de ça de toute façon, hein, dans ce que je perçois de l'humain, il y a quand même ça de ces espaces-là. Mais après, je pense que c'est important, en effet. Je pense qu'on est tous à des moments donnés, on va être entre guillemets des prédateurs quand on va être dans des cycles un peu de domination ou de soumission. On va jouer à ça, en fait. On joue à ça de toute façon. Donc c'est comment je le reconnais pour que à un moment donné, soit je m'enferme pas dedans, soit parce que ça va, entre guillemets, passer. C'est pas qui nous sommes dans l'instant, mais on va jouer à ça. En tout cas, jusque-là, peut-être ça va changer, évoluer, mais on joue à ça. Ok, j'entends. Et moi, là, la prédation, je la mettais pas forcément sur un délire ou une déviance, et tu me dis si c'est pas ce que tu voulais dire. Mais je la mettrais plus sur assumer de sentir en soi ses désirs et assumer d'utiliser du coup son énergie, son instinct pour mettre en œuvre ce qui est nécessaire du coup pour se nourrir, pour accéder à ses désirs. Et peut-être qu'avec le temps et la maturité, au début c'est un peu brut, au début c'est un peu naïf, au début c'est un peu maladroit, et que la maturité c'est de raffiner ça pour que que ça aligne, tu sais, d'une certaine manière, tous les centres énergétiques, que ça respecte tous les centres énergétiques. C'est clair ce que je dis? Est-ce que ça te parle? Ouais. Ouais, après, c'est vrai que prédation, je l'avais pas amené à cet espace-là, c'est-à-dire, en effet, parce que moi, j'aurais pas vu du désir, parce que c'est quand je le rapporte par rapport aux animaux, je pense pas qu'il y ait une sorte de désir, en fait, c'est un élan de vie, en fait. Mais on peut l'appeler ça comme du désir. Parce que, ouais, je sais pas s'il désire quelque chose ou c'est un élan de vie, donc c'est comment, en effet, quand je suis une pulsion, pour moi, il y a une sorte de pulsion de vie qui m'emmène dans un endroit. Mais après, je pense qu'en tant qu'être humain, on a cette capacité à conscientiser cette pulsion et de se dire, OK, est-ce que je la suis? Est-ce que cette pulsion de vie, c'est genre, ah bah ouais, c'est, voilà.
Et après, d'aller nous conscientiser un peu plus dans notre animalité, je pense, c'est de sortir du mode vie et survie. Et là, il y a la pulsion de vie et pulsion de survie, entre guillemets, qui a plutôt une pulsion de mort au final. Parce que voilà, nos pulsions de survie va nous emmener dans des espaces, en tout cas nos envies, enfin nos survies intérieures, là, nos insécurités, va nous emmener à créer, tisser des liens qui sont pas sains en fait. C'est ça. Yes. Ah yes, bah on va y venir. En plus, tu sais, sur certaines questions, on va y venir. Et ouais, bah, je pense que c'est pour ça, parce que effectivement, tu mettais que tu mettais que pour toi, là, tu m'as dit désir et c'était quoi l'autre mot où tu les avais pas mis dans le même sac? Élan de vie. Et pulsion. Et ouais, et Pulsion de vie, pulsion de ouais. vie. Ouais, c'est ça. Moi, je les mets au même endroit. C'est pour ça que du coup, Ok. ça fait ça. Ok. Ok. Ah, merci. Bah, du coup, on dit, qu'est-ce que c'est une relation toxique? Ok. Je pense qu'une relation toxique, c'est déjà une relation où il n'y a pas de conscience. Quand tu mets de la conscience sur les choses, enfin, peut-être que les gens qui sont qualifiés de psychopathes ont la conscience, mais généralement, en tout cas dans mon expérience, quand tu as de la conscience sur les choses, tu choisis pas de poser des actions, des actes, ou des gestes ou des paroles qui prennent pas soin en fait. Tu sens profondément que ça prend pas soin. Et voilà, je pense que la relation toxique, je dirais que c'est quelque chose qui nous emmène justement dans nos espaces d'insécurité, de peur, qui vont nous faire jouer à des jeux, à des rôles qui vont pas respecter et prendre soin de la vie. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ça fait la deuxième fois que ça me fait cet effet-là dans tes réponses. C'est simple et efficace et joyeux en même temps. Merci. La sexualité, qu'est-ce que c'est et comment on vit sainement ce rapport à la sexualité? Bah, je remettrai en lien un peu avec cette sexualité, avec cette pulsion de vie justement pour moi, parce qu'en sexualité, on est quand même dans le chakra sacré, deuxième centre énergétique, et on est quand même relié à cette pulsion créatrice en fait. C'est créer en fait. Et bah, je pense que comment vivre sainement, waouh, dans nos sociétés aujourd'hui, c'est pas. Je pense que c'est pas simple parce que voilà, il y a tellement d'injonctions différentes, tellement et de relations toxiques qui font que on est plus connecté sainement à cette sexualité. On n'est plus, on a peur, je pense. Après, je dis on, mais voilà, en tout cas, il y a des peurs dans l'humanité, dans ce que je ressens et que j'ai pu ressentir sur le fait d'avoir des pulsions sexuelles et du désir, justement, d'avoir peur de nos désirs, du désir pour l'autre, du désir voilà, dans ce qu'on traverse. Donc, c'est comment on remet de la conscience dessus, comment on le regarde et comment on fait la paix aussi avec tout ce qu'on a pu vivre en tant qu'individu qui n'était pas sain, entre guillemets, avec la sexualité. Et je pense qu'il y a de quoi, déjà en soi et avec soi, faire la paix de tout ce qu'on a pu vivre, tous nos conditionnements. Il y a un petit peu de travail. Ok. Et du coup, ça me fait, sur cette question-là, est-ce que si on la met sous l'angle en tant que femme, Mmh. qu'est-ce que tu pourrais... le mot qui me vient, c'est... ouais, en tant que femme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça t'inspire autre chose si je te dis en tant que femme, qu'est-ce que ça veut dire effectivement là sur notre timeline, dans notre société? Qu'est-ce que ça veut dire pouvoir vivre sainement sa sexualité? Bah, ce qui me vient, c'est ne plus en avoir honte, déjà. Le premier mot qui me vient, c'est en tant que femme, que la sexualité, c'est relié à la honte. Mais la vivre sainement, c'est ne plus se sentir, en tout cas, c'est ça la phrase qui me vient, ne plus se sentir en danger quand on est relié à sa sexualité. Donc, c'est recréer un espace de sécurité avec soi-même pour aller de manière sereine et saine, du coup, vers l'autre.
C'est pas en mode, soit c'est un objet j'ai perdu mon mot, de marchandage, entre guillemets. La sexualité, ou c'est quelque chose en tout cas qui a besoin, je pense, d'être rencontré, redéfini, et d'être apaisé avec soi-même, dans mon expérience aussi en tant que femme. Ok, merci. Et du coup, ça me fait me rendre compte que j'aurais voulu poser cette question. Normalement, elle irait plus haut, mais elle arrive maintenant, donc je vais te la poser maintenant. Et pareil, en tant que femme, est-ce que tu... Qu'est-ce que c'est... Alors attends, faut que je précise, faut que je sois clair sur ce que je veux dire. Je suis sur l'entrepreneuriat, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est différent? De quoi est-ce que tu peux témoigner en tant que femme que ça implique? Et du coup, avec la question, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre à tes sœurs sur ce sujet-là, si ça te parle? Ouais, ça me parle. En tout cas, en tant qu'entrepreneur en ligne, pour moi, c'est plus difficile d'être une femme que d'être un homme. Après, je suis pas un homme, donc je peux pas parler pour les hommes, mais parce que je sens, moi, dans mon expérience, que j'ai vécu plus de harcèlement, et donc ça demande d'être, et le conseil, c'est de demander d'être focus sur son pourquoi on fait ça. Parce que en chemin, en tout cas, moi, j'ai vécu ça. On m'a envoyé voilà, des pics entre guillemets. Ça peut être du harcèlement, des insultes, des choses comme ça. Donc, moi, ça m'a demandé de revenir encore et encore dans mon socle, dans ma sécurité, dans mon pourquoi je fais ça. Parce que il y a des moments donnés, au début, en tout cas, ça m'a fait vaciller, quoi. C'était genre, waouh, faut que je me relève, quoi. Faut que je me relève si j'ai envie d'y retourner. Donc, c'est sûr que ça demande d'être dans son axe et de se dire, OK, je sais pourquoi je fais ça. Ça fait partie aujourd'hui encore de la réalité humaine. Et donc, soit j'ai pas envie de vivre ça et du coup, je fais autre chose. En tout cas, pas un endroit où, parce qu'être exposée en tant que femme sur les réseaux, ouais, faut avoir des OR. Donc, voilà, ouais, ça d'être bien ancré et sur son pourquoi je fais ça. Merci. Et bien s'entourer aussi, je dirais. Ouais, merci. L'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? Et pareil, comment on construit une relation saine à l'argent? Ou comment on s'offre une relation saine à l'argent? Ce qui me vient, c'est alors qu'est-ce que c'est l'argent? Un moyen d'échanger, un moyen d'échange. Et qu'est-ce que c'est l'argent? C'est de se dire que, pour moi, en tout cas dans mon chemin, ça a été de regarder tout ce que j'avais mis en lien avec l'argent, toutes les pensées, les croyances et l'état émotionnel qui est relié à l'argent. En fait, je pense que c'est de le regarder de manière plus neutre pour pouvoir le vivre plus sainement. Donc, c'est ça, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je mets derrière le mot argent? Comment je me sens avec cette notion d'argent? Est-ce que c'est attirant? Est-ce que ça me répulse? Est-ce que ça me... Ouais, d'aller rencontrer son rapport. Et derrière, pour moi, il y a, en tout cas, ce qui est venu là, c'est la valeur. Quelle valeur? Comment je me vois, en fait? Comment je me vois dans ce que j'apporte, dans la valeur? Parce que je pense que je fais le lien entre l'argent et être entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, ça demande de choisir, de mettre des prix, de recevoir de l'argent, aussi de s'offrir des espaces, en tout cas moi en tant qu'accompagnant, pour me faire aussi accompagner, donc de payer aussi. Donc ça va être tout cet rapport de comment, entre guillemets, j'investis sur moi, je crois en moi, je suis ce qui m'appelle et je choisis d'y mettre beaucoup de l'argent aussi. Et aussi de recevoir, de choisir de mettre un prix. Donc il y a vraiment, je
trouve que l'espace de l'entrepreneuriat, c'est tellement riche par rapport à ça, cette rencontre avec soi aussi dans ces espaces de valeur et donc d'argent. En langage des oiseaux, j'aime bien mettre en lien, du coup, l'argent, l'art des gens, en fait. C'est se reconnaître aussi dans son art. Donc, il y avait quelque chose de cet ordre-là pour moi à aller regarder et le vivre. C'est pour ça, pour le vivre le plus sainement, c'est comment je me sens en lien. Ouais. Et d'aller voir tous ces espaces en nous qui viennent nous parler aussi du manque, hein, parce que je pense que dans ce que je perçois, c'est que quand même, c'est l'argent, c'est lié aussi à l'insécurité, beaucoup. Ça nous ramène dans nos espaces d'insécurité, qui ne sont pas en lien direct, entre guillemets, avec l'argent, mais qui vont venir toucher en nous des espaces d'insécurité. C'est jamais vraiment une histoire d'argent, au final. Mais ça nous parle de ça, en tout cas. Ça vient nous parler de ces espaces d'insécurité en nous. Et est-ce que du coup, l'autre côté de la pièce, c'est que ça peut aussi nous parler de nos espaces de sécurité? Ouais. Ouais. Oui, après, oui. Mais c'est juste que c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que ça te parle d'espace de sécurité. C'est juste ça que je veux pas l'amalgame, parce que tu peux avoir beaucoup d'argent et toujours avoir peur de manquer. Okay. Donc, avoir beaucoup d'argent ne dit pas qu'il y a des espaces de sécurité. Et inversement, tu peux avoir peu d'argent, très très peu d'argent, et te sentir sécure parce qu'en fait, ton lien avec l'argent, il est je vis avec peu. Il y a des gens qui choisissent de vivre avec peu, et je ne pense pas forcément, quand c'est un vrai choix conscient, que ça soit forcément un espace d'insécurité si la personne le vit bien, si elle ne se sent pas frustrée ou si elle ne sent pas de manque. Oui, d'accord. Donc, c'est pas un rapport à la quantité. Non. Ça serait du coup un rapport au. Ça m'envoie sur la confiance de pouvoir transformer comme j'ai besoin ce qui est à ma disposition. Ça va, je vais pas trop loin? Non. Ouais. Ouais. Moi, ça me renvoie aussi quand même beaucoup dans nos sociétés quand même à cette notion de liberté, même si on peut vivre cette liberté autrement, mais c'est une voie pour moi de liberté quand même. Et une voie aussi moi je le vois qu'en tout cas quand on voyage, de confort en fait. Des fois, tu as envie en tout cas, je sens que des fois j'ai envie de confort. Et alors que je sais que je peux vivre sans confort, j'ai vécu, j'ai vécu dans la savane en Afrique sans rien, mais il y a des moments donnés, c'est aussi, ok, là, je sens que j'ai besoin de confort, ou j'ai besoin de prendre soin. Et ça peut contribuer à ça, sur le moment, de dire, j'ai de l'argent, je peux payer, plutôt qu'attendre, je peux payer quelqu'un, soit qui vienne me chercher, soit je peux, ça peut ouvrir des portes. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose dans ce que j'ai vécu à un moment donné, en fait, c'est une manière de dire de prendre soin de moi et de dire que je m'aime, en fait. Il y a une sorte d'amour dans ça. Enfin, en tout cas, on peut y mettre de l'amour, pas, de toute façon, c'est bon, je sais que je suis capable de galérer, c'est facile je peux vivre avec rien. Il y a une sorte en tout cas dans mon expérience, où je me suis comblée ah ouais, je galère, mais bon, moi, je suis une dure, en fait. Mais du coup, ça me ramenait juste, cette histoire-là, à ma violence intérieure. J'ai l'habitude que ça soit dur, donc je suis à l'aise dedans. Allez, on continue. Et l'argent m'a amené à des moments donnés dans du confort qui était difficile à recevoir. Parce que, qui suis-je dans ce confort-là, en fait? Il y a de l'insécurité, en fait, je ne connais pas. Et donc, c'est très intéressant. Mais voilà, il y a peut-être intéressant sur plein d'autres espaces, histoire d'argent. Ouais, j'aime beaucoup. Ça m'envoie sur, enfin, je sais pas si c'est assumé, mais s'offrir la possibilité du choix dans l'instant, de pouvoir respecter ce dont j'ai besoin dans l'instant. Mm. C'est ça, ça va ça? Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, merci. La culpabilité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça t'inspire? Vaste sujet. La culpabilité, qu'est-ce que ça m'inspire? Pas grand-chose. Là, tout de suite, dans ce que je perçois,
Pour moi, le premier truc qui me vient, c'est, dans cette histoire de culpabilité, c'est de se sentir coupable d'être vivant. Et voilà, le commencement de cet espace de culpabilité, c'est d'être coupable de vivre, d'exister. Et c'est en fonction de, je le relie du coup à, est-ce que j'ai eu l'espace d'être accueillie sur Terre quand je suis arrivée sur Terre en tant qu'enfant, d'avoir l'espace de, hey, j'ai l'espace pour être qui je suis, pour exister pleinement et pas pour sentir qu'à un moment donné, j'ai pu être un poids pour mes parents, un poids pour ou qu'il n'y avait pas l'espace pour moi, ou que et du coup pour moi il y a cette question de est-ce que je m'autorise pleinement à être vivant dans le sens au-delà de ce que j'ai pu ressentir ou ce que d'autres ont pu me faire sentir sur le fait d'exister. Je sais pas si c'est clair. Mais c'est pas clair, c'est royal, c'est merci, c'est précieux, c'est sacré. Merci beaucoup. L'addiction, ça t'inspire quoi? Qu'est-ce que c'est l'addiction? C'est marrant, le premier truc qui me vient, l'addiction, il y a quelque chose de beau dans le sens, je sais, ça paraît bizarre de dire ça, mais il y a quelque chose qui, quand je me branche sur l'addiction, qui appelle comme ça. C'est genre encore, en fait. Et, euh, et c'est drôle parce qu'au moment où je me branche là sur ce mot addiction et que je trouve ça beau parce qu'il y a un truc qui appelle, parce qu'en fait, tout d'un coup, je vois que derrière ce qui appelle, qui en redemande, qui est j'en veux encore, il y a je cherche l'amour. Et il y a cette chose qui est jamais rassasiée dans le sens où, bah oui, l'amour, on est des humains en fait derrière en quête d'amour et on va jamais lâcher ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté entre guillemets de je vais chercher l'amour en fait et je vais pas m'arrêter, jamais. Et c'est juste que le chemin que je suis en train de prendre, bah c'est pas forcément celui qui va prendre soin de tous mes espaces ou qui va être voilà de tous mes corps entre guillemets. Mais c'est ça, voilà. Le mot qui m'est venu derrière addiction, c'était l'amour. C'est cette volonté à être en lien avec l'amour encore et encore. Et voilà. Bon, c'est pareil. Mais ouais. C'est merveilleux. Mmh. Ouais, c'est marrant, moi aussi, quand je t'ai posé la question, on devait être un peu branché sur un truc similaire. Moi, je te le partage, du coup, c'est là, j'ai envie. C'est une blague, sous-entendu le côté, ça me fait ça. C'était la peur de l'addiction. Ça m'a envoyé, c'est une blague. Et après, ça déroule sur ce que tu disais, sur ce côté de, bah non, bien sûr, euh, tu vas pas lâcher, ce que tu cherches. Et comme tu le disais, et moi, je le dirais, enfin, ma manière de le dire serait de dire, écoute, tant qu'il y a que comme ça que tu as l'impression d'aller à la rencontre de ce que tu sens que tu veux t'offrir, de toute façon, c'est ça. Et Mm. puis, quand ça prendra une autre forme, ça Mm. prendra une autre forme. Mais, tu peux pas découvrir cette autre forme Mm. en n'allant pas vers bah, ce qui aujourd'hui te paraît Mm. évident, quoi. Enfin, en tout cas, vers là où ça t'appelle aujourd'hui, quoi. Et merci, hein. Ouais. Merci. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait une sorte de beauté dedans parce qu'il y a une puissance de vie comme dans ça. Pour moi, je vois la puissance de vie d'aller encore et encore à un endroit, en plus dans nos sociétés où on va pointer du doigt de rends compte, c'est une addiction, quoi. Et alors qu'en fait, bah oui, mais t'imagines cette puissance de vie qui est à l'œuvre dans ça, dans ce pattern-là, ou dans ce schéma-là, ou dans cette façon de faire-là. Enfin, il y a alors oui, je vais pas tout, mais en tout cas, il y a, ouais, pour moi, je sens ça derrière ça. Et c'est quand je vois que, waouh, c'est pas un truc, en effet, à enlever, de dire, oh mon Dieu, c'est horrible, arrête ça. Il y a quelque chose à reconnaître déjà, de dire, waouh,
Imagine la puissance de vie qu'elle a dans ça. C'est incroyable. Déjà, rien que ça, c'est incroyable. Et ouais. Amen. C'est ça qui me vient. Qu'est-ce que la sororité, fraternité? Qu'est-ce que ça t'inspire, cette énergie-là? Je trouve que ça a été tellement galvaudé dans nos sociétés, ces termes-là. Je pense qu'à un moment donné, c'était beau sur le papier, mais je cherchais encore. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... je pense que c'est quand on choisit de baisser les armes, en fait. Parce que je trouve que dans ce que j'ai pu vivre ou ressentir dans ces espaces de sororité, fraternité, il y a eu beaucoup quand même d'éléments de comparaison. On est quand même dans des sociétés qui nous font nous comparer dans nos conditionnements et tout. Donc pour moi, il y a eu beaucoup de fausses sororités, fausses fraternités, et puis surtout quand on va pour la France, avec ces 3 mots justement, dont la fraternité, liberté, égalité, fraternité, et qu'on cherche, enfin, pour moi, de me dire, ok, on cherche. En tout cas, j'ai cherché, ok, ce mot-là, il est employé, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il est là? Et je pense aussi dans la sororité, pour aller dans plein d'espaces aussi j'ai été dans les cercles de femmes, dans beaucoup d'espaces de femmes aussi. Je l'ai pas toujours retrouvé. Je l'ai retrouvé à des moments donnés, mais voilà, c'est un moment donné où on se sent plus en concurrence, en fait. Où il y en a pas, c'est pour ça que quand je disais baisser les armes, on n'est plus en train de savoir, qui est le meilleur, qui est la plus grosse ou qui, en fait, on se reconnaît dans sa beauté. C'est waouh! Et on se sent pas en danger. Il y a quelque chose on n'est pas en danger avec l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de baisser les armes, parce que si je me sens pas en danger, parce que j'ai l'impression qu'il va attirer plus les regards que moi, ou qu'il va, elle, quand on laisse tomber ça, on peut se voir. Et on se dit, OK, il n'y a pas de danger, en fait. Mais je pense que c'est un chemin sur lequel on marche. Voilà. Je suis pas sûre qu'on est arrivé, en tout cas au niveau collectif. Après, on va peut-être le vivre des fois dans des cercles plus petits. On va pouvoir des fois le toucher du doigt ou le goûter, mais... Yes, merci. Et du coup, je ne sais pas si tu l'as dit, si tu en as parlé, mais tu proposes des choses en France ou des choses en groupe autres que ces grands voyages? Je crois que tu en as parlé, mais ça me fait un trou et j'ai envie de te relancer là-dessus. Alors, moi toute seule, non. En tout cas, là, à l'heure actuelle, je n'organise pas des stages toute seule. On organise un stage avec mon compagnon en France. Et on est plus sur... là, ce qu'on fait, c'est plutôt des résidences créatives et artistiques à la retraite qu'on fait en France pour voilà, déployer nos artistes. Et j'aime bien l'appeler, c'est monter sur la scène de ta vie. Justement, le thème, c'était ça, parce qu'il y a une scène dans le lieu auquel on fait ce stage. Et moi, j'aime ça, de se sentir... on est comment quand on est sur la scène de sa vie, tu sais, quand les gens, tous les regards sont posés sur toi, comment on peut être mal à l'aise. Moi, j'étais la première à être super mal à l'aise, et timide en plus, et introvertie sur scène. Et donc, c'est intéressant d'être sur scène et des fois de sentir qu'on peut être applaudi. Les gens, ils nous regardent, on a l'attention. Tu sais, quand tu es sur scène, tu as le micro, tu as l'attention. Et là, comment je me sens avec l'attention? Comment je me sens avec les regards qui sont sur moi? Comment je me sens avec les applaudissements? Comment je me sens avec le fait peut-être de bégayer sur scène, de me tromper, et d'être vue dans mon imperfection aussi. Donc, là, je suis partie un peu plus loin, mais ça fait je faisais le parallèle avec le fait tu parlais d'être sur scène à un moment donné, comme on soigne les coulisses. Et donc, je faisais ce lien aussi avec le fait de prendre place sur la scène de sa vie. Yes. Et ça, du coup, c'est où et quand? Ça, c'est en été, là, c'est en juillet, du 11 au 16 juillet. C'est à Albière. Et Albière, c'est dans l'Aude, on va dire que c'est au sud de Carcassonne, à 1 heure de Carcassonne. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Mathilde? Bah, écoute, tout le meilleur, le merveilleux, la joie, l'abondance, l'amour, j'ai envie de dire la totale, quoi. C'est ça, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, tout le bonheur du monde, comme le dit bien la chanson, mais ouais, il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de, ouais, que je continue à suivre mes élans, mais je
pense qu'il n'y a même pas besoin de le souhaiter, c'est naturel chez moi. Donc, ouais, la continuité sur le chemin que j'emprunte, voilà, au plus près de ce que je ressens dans l'instant. Ok. Et ben, je te souhaite de tout cœur. Je crois que par contre, ça vaut le coup qu'on se le souhaite. Ouais, c'est ça pour Ouais. tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais, je te souhaite de tout cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup du temps que tu m'as accordé. Merci à toi pour ta présence et ton écoute et cet espace que tu ouvres. Ouais. À nos comètes. Et voilà, on est au bout de cet épisode de Comète, le podcast. Un grand merci Mathilde. Merci pour ton temps. Merci pour la sincérité. Merci pour la spontanéité. Merci pour l'improvisation. C'était cool de faire ce voyage avec toi et de le dessiner avec toi. Bah voilà, n'hésitez pas à aller visiter les réseaux de Mathilde, ses propositions, ses voyages. C'est génial de pouvoir voyager dans le monde avec cet axe de rencontre, cet axe de découverte d'un pays, d'un peuple, d'une culture. Donc voilà, ça fait partie de ce que Mathilde propose avec son compagnon. Donc si ça vous parle, on est sur des beaux voyages, quoi. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce que moi je fais, ça se passe sur mon site internet, romandelair.com. Et le principal axe de mon travail, c'est l'Académie des Comètes, qui est en fait un groupe de travail, un cerveau collectif, un ventre collectif, dans lequel vous pouvez entrer pour vous ressourcer, vous régénérer, vous recentrer, vous concentrer. Travailler avec moi si vous voulez, on aille voir un peu en profondeur vos fondations, là où vous en êtes, où vous voulez aller, qu'on prenne soin de ça tranquillement à votre rythme. L'intérêt de mon travail, c'est que vous soyez aligné avec votre pulsion de vie à vous, votre feu à vous, vos désirs à vous. Et puis c'est un voyage aussi avec un groupe, puisque moi je fais une partie, mais il y a presque autant de rencontres en individuel que collectif. Maintenant tout ça est à la carte, vous faites un peu comme vous voulez. Mais il y a voilà cette proposition-là où on travaille en groupe. Ça peut être quotidiennement sur Telegram. Moi j'alimente le Telegram quotidiennement, les membres aussi. Et puis on a des rencontres deux fois par semaine en live où là on va s'aligner énergétiquement, mettre les choses à plat, regarder ce qui nous concerne, nos responsabilités et comment on peut prendre soin de nous, agir sur ce qui nous concerne pour vivre une vie qui a du sens à nos yeux. Donc voilà, si ces mots-là résonnent un peu pour vous, ça se passe sur mon site internet. Vous pouvez retrouver le détail du contenu du programme et puis la possibilité de vous y inscrire. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit en fonction de là où vous en êtes. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Comète, le podcast. À très bientôt.